Le Vision Pro, ça inaugure pareil une nouvelle verticale dans l'industrie ou on peut voir ça comme un nouveau coup de boost dans la VR. Il est à un price point qui est assez élevé, donc il ne le met pas à la portée de tous, mais il propose un niveau d'immersion qui a jamais été atteint avec une qualité graphique sur les deux écrans qui font que finalement l'œil humain est quasiment incapable de détecter un objet virtuel d'un objet physique. Quand on a commencé Sandbox en 2018, c'était déjà un bear market, donc ça, on a pris des assez bonnes habitudes, j'ai envie de dire, qui est de se concentrer sur le produit, la construction de la communauté. Le mobile, très tôt, ont aidé Roblox. Et après, c'est devenu un peu par hasard le réseau social des 13 ans et moins, parce que Facebook aux États-Unis n'autorisait pas de se connecter en dessous de 13 ans. En dehors de Sandbox, je suis aussi le président de la Blockchain Game Alliance, qui est une association qui compte plus de 600 membres désormais et qui a pour vocation principale de promouvoir l'adoption de la technologie blockchain au sein de l'industrie du jeu vidéo. Première chose que je regarde, c'est vraiment les fondateurs et l'équipe. Quelle est en fait déjà donc l'expérience des fondateurs par rapport au projet qu'ils veulent construire. Deux, leur capacité à être à l'écoute, puisque finalement, c'est rarement le projet de départ qui va être le projet qui va réussir. Ensuite, je vais regarder leur motivation. Pourquoi ils font ça? Quel est le problème qu'ils veulent résoudre? Déjà, est-ce qu'il existe? Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Morget. Hello Seb, comment ça va? Ça va très bien, merci. Plutôt dans de bonnes dispositions avec le marché, comment tu vois ça de ton côté? Est-ce que tu as le temps d'en Et, profiter un peu ou est-ce compliqué? écoute, on suit effectivement l'actualité, hein. On sait que le Bitcoin et l'ETH, c'est ce qui va quand même driver principalement le volume et les prix sur les autres cryptocurrencies. Et hier, il y a quand même une news assez importante qui est sortie, c'est la validation officielle par la SEC, le gendarme américain, des premiers ETF pour l'ETH. Donc, plutôt un second bon signal après la validation autour du BTC qui devrait renforcer l'intérêt plutôt des investisseurs institutionnels vers le Web3 et les cryptocurrencies en général, et qui j'espère va continuer à se traduire par un signal assez positif derrière pour le retail et les utilisateurs plus lambda derrière d'applications de jeux et de metaverse notamment. Toi tu penses que ça pourrait vous impacter directement d'ailleurs ou comment tu le perçois par rapport à The Sandbox concrètement? Alors la manière dont ça peut impacter Sandbox, ça va pas forcément se traduire sur des utilisateurs qui vont être des créateurs, des landowners ou des joueurs dans le metaverse, mais plus dans l'idée que si tu regardes le Sand, qui est la crypto-monnaie, le utility token derrière Sandbox, c'est un top 100, c'est entre top 50 et top 100 sur CoinMarketCap de toutes les crypto-monnaies, et c'est un top 10 dans le gaming. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, les investisseurs institutionnels quand ils regardent à comment ils vont prendre des positions sur certaines verticales, notamment le gaming, le metaverse, ou juste construire un portfolio de crypto-monnaies, ils vont probablement regarder le top 3, le top 5, le top 10, et donc être positionné sur ce segment-là, ça peut effectivement être favorable à Sandbox. Intéressant, intéressant. En tout cas, voilà, je pense que c'est un très bon signal pour l'écosystème. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Je pense que ces derniers jours, on a eu quand même des retournements de situation de partout entre les différents textes de loi aux États-Unis et ce qui se passe avec la SEC et l'IF. Euh, pour commencer cette interview, vu qu'on n'a pas énormément de temps, je voulais commencer d'abord par ce que toi tu faisais avant Sandbox. Qu'est-ce que tu faisais exactement et qu'est-ce qui t'a amené à créer Sandbox, même l'idée en elle-même? Alors, moi, je suis diplômé d'une école d'ingénieur, Télécom Sud Paris, en 2007. Après, j'ai fait un échange international à Hong Kong et de là, j'ai rencontré à distance mon associé Arthur Madrid, avec qui on a cofondé ensemble trois entreprises, toujours dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, dès que je suis rentré de Hong Kong, j'ai travaillé avec lui sur cette première entreprise qui développait un plugin peer-to-peer pour aider les chaînes de télévision comme TF1, M6 à avoir des sites de vidéo à la demande et des sites de replay et aussi couvrir des événements sportifs un peu comme Roland-Garros et permettre aux ayants droit d'économiser sur leur coût de bande passante grâce au peer-to-peer. Cette boîte a été revendue en 2009. Derrière, on a lancé un service qui permettait aux utilisateurs d'uploader leurs photos, vidéos et musique dans le cloud et se les partager entre amis pour les streamer, y accéder depuis n'importe où. Avant Netflix, avant Spotify. Pareil, on a revendu cette boîte courant 2010. Et en 2011, on a monté un studio de jeux vidéo mobile, l'un des premiers dans le free-to-play, qu'on a revendu en 2018 à Animoca Brands. Et Sandbox, à l'origine, c'était un jeu sur mobile qui faisait partie de ce studio. On faisait aussi des city builders avec des licences comme Garfield, Snoopy, la famille Adams, etc. Et donc, Sandbox, ça fait effectivement depuis 2011 qu'on travaille dessus, désormais 13 ans, mais toujours pionnier dans les nouvelles technologies, dans le gaming quand même depuis pas mal de temps, et voilà, donc C'est assez entrepreneur dans surprenant. l'âme.
Ça c'est surprenant de te voir aussi avant-gardiste pendant tout ce temps-là. Je pense que vous l'avez été d'une certaine manière aussi avec l'aspect blockchain, metaverse, etc. Quelle est la next step pour toujours rester avant-gardiste? Parce que enfin, j'ai l'impression que t'as quand même un temps d'avance. C'est quoi le prochain temps d'avance? Dis-nous tout. Alors, on regarde de manière assez holistique à l'ensemble des technologies émergentes. Ça va être la AI, ça va être davantage de décentralisation, tout ce qui va toucher autour du dépine, et après des choses qui sont peut-être à la croisée de différents univers dans la biotech, l'agritech, etc. Et ça, c'est pas forcément lié directement à Sandbox, mais Sandbox permet de faire des liens avec ces différents univers. Euh, Là, l'interview va sortir dans quelques jours. La semaine prochaine, on a une annonce assez importante qui va marquer une nouvelle étape dans la décentralisation de Sandbox. Parce que Sandbox, c'est un projet qui va quand même durer, je dirais. Il faut envisager Sandbox sur une échelle de temps assez importante, 10 ans, 20 ans. C'est à peu près le temps que prennent les technologies à se déployer, à être adoptées massivement. L'internet, le paiement le commerce, le e-commerce, le mobile, le smartphone, etc. Et donc Metaverse, on envisage ça sur 10 ou 20 ans. On est à 4 ans de production vraiment du Metaverse décentralisé, donc on est très tôt dans cette construction-là. Et donc on se projette assez bien encore sur 10, 20 ans à construire Sandbox, à améliorer les outils, les interactions sociales, les possibilités, les contenus, les expériences. Et derrière, conformément un peu au white paper qu'on avait publié en 2020, amener de plus en plus de décentralisation dans la gouvernance de The Sandbox et dans les initiatives, les projets qui vont être portés, et comment faire croître l'écosystème grâce à la contribution directe et dans une forme de démocratie décentralisée. Et du coup, je pense qu'on a tous connu globalement Sandbox au dernier cycle. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis et est-ce que tu pourrais peut-être faire un rapide récap des évolutions en fait de Sandbox au fur et à mesure des années parce que j'ai l'impression que voilà, il s'est passé maintenant quelques mois, quelques années et en crypto tout bouge super vite donc ouais, est-ce que tu peux peut-être faire un petit récap pour les gens qui ont pas suivi et pour les personnes qui sont au fond de la classe? Bien sûr, bah, déjà la première chose, c'est franchement Sandbox, ça évolue pas mal et vraiment rapidement en termes déjà de le produit de manière générale. Donc, si tu regardes Sandbox, il y a trois composants. Il y a la technologie et les produits, le contenu et l'écosystème. Au niveau du produit, tous les 3 mois, il y a une mise à jour importante des différents systèmes, dont le Game Maker, notre outil principal pour créer des expériences en drag and drop sans aucune ligne de code. Il y a une amélioration, notamment avec plus de multijoueurs, des nouvelles règles, plus d'interactions sociales. On peut créer des jeux compétitifs avec des leaderboards, du platforming, du shooting entre joueurs, etc. Donc beaucoup plus de fun au final. Les graphismes se sont largement améliorés. Et donc en fait, si tu rentres dans une expérience sandbox aujourd'hui, elle est vraiment différente de ce que tu as pu voir il y a 6 mois, un an, ou même 2 ans carrément. C'est ça, avec le recul, c'est vraiment intéressant. Tu vas pouvoir naviguer beaucoup plus vite, passer d'une expérience à une autre grâce au nouveau launcher en moins de 30 secondes, ce qui augmente vraiment les possibilités et la vitesse à laquelle tu switches. Et on a ouvert le publishing à tous les landowners, donc on a 27 000 landowners, on a 6 millions de comptes avec un wallet, grosso modo sur Sandbox, et on a plus de 1000 expériences qui sont live désormais faites par des créateurs sur cette map. Donc ça, c'est aussi une métrique assez intéressante et ça change vraiment la perspective. En 2021, Sandbox n'était pas ouvert en permanence, c'était C'était ouvert plus que pendant, centralisé d'une certaine euh, manière. c'est ça, Et il y ouais. avait une saison qui avait peut-être 30, 50, une centaine d'expériences. Et après, la majorité du temps, il y avait rien d'autre à faire. Là, cette saison était beaucoup portée par les marques. Là, on voit la montée en force de la creator economy et de user-generated content. La marketplace est live sur Polygon. Le publishing est ouvert à tous. Il y a plus de 1000 expériences qui sont ouvertes. Ce qui fait que tu as toujours quelque chose à faire, à aller voir dans Sandbox, en plus des événements avec des marques. On a toujours des grandes marques qui rentrent. On a plus de 800 partenaires au total dans cet écosystème et 220 studios qui savent construire sur Sandbox, qu'on a certifié et un peu partout dans le monde. On peut voir aussi, là, on vient de publier les résultats du dernier Builder Challenge. Donc, on a lancé un programme pendant 10 semaines où le top 10 des expériences publiées sur la map vont
euh, recevoir un prix. Il y avait un pool de 1,5 million de sands disponibles. Ça représente quand même plus de 800 000, 900 000 euros, si mes calculs sont bons de tête. Et les gagnants ont été annoncés, et le premier gagnant a reçu 400 000 sands. Donc finalement, Pas dégueu. il commence à avoir un montant raisonnable à gagner pour les créateurs, qui va se transformer entre 4, 5 chiffres en moyenne. Et va avoir le premier créateur qui a gagné 6 chiffres ensemble. Donc ça aussi, je trouve, c'est important de le mentionner, puisque souvent on se demande si je crée un contenu sur une plateforme type Roblox ou Sandbox, est-ce que je vais pouvoir en vivre ou est-ce que c'est juste un hobby? Et pour l'instant, majoritairement, c'était un hobby, mais on va commencer à amener progressivement la monétisation grâce à ces nouvelles mécaniques qu'on a déployées, le NFT Sensor, les Builder Challenge, les Game Jam aussi. On a plus de 30 Game Jam prévus cette année, donc il y a toujours des raisons de participer, de créer. Les land sales continuent d'avancer. On a vendu à peu près 75% de la map à ce jour et on introduit des nouvelles neighborhoods ou quartiers où on amène des marques, soit par région du monde. On a fait la Thaïlande cette année, on a fait la Corée, on a amené des marques comme Amore Pacifique notamment, ou des thématiques, le cinéma, le jeu vidéo. Et donc cette année, il va y avoir quelque chose de très très excitant qui arrive autour du divertissement. Je vais pas en dire plus, attendez encore un petit peu, mais des belles marques. Euh, la créateur économie a bien pris, donc là, désormais, notre grand focus pour une plateforme de user-centered content, il faut démarrer par avoir du contenu intéressant, enrichissant, et donc attirer les créateurs d'abord. Une fois qu'on a des contenus fun, les joueurs vont venir naturellement. Si on focus que sur les joueurs alors qu'il n'y a pas de contenu à jouer, ça, la sauce ne prendra pas. Toutes les plateformes, Twitch, YouTube, les réseaux sociaux fonctionnent toujours comme ça, hein. Et donc, on a plus de 330 000 créateurs uniques qui sont engagés, qui ont participé sur les 12 derniers mois et qui reviennent régulièrement déployer des expériences sur leur land, participer à ces game jams, etc. Donc ça aussi, c'est vraiment un indicateur positif par rapport à la construction du métaverse. Vraiment, on participe tous ensemble à la création du métaverse. Et le dernier point, c'est la progression sur les avatars. Donc les avatars, c'est ces personnages en 3D qui nous représentent dans le métaverse et qu'on utilise pour passer d'une expérience à une autre. Ça devient un peu notre identité numérique. Et on a plus de 19 collections d'avatars avec des grandes marques, des célébrités, donc voilà, Snoop Dogg, Steve Aoki, Paris Hilton, mais aussi les lapins crétins, Hellboy, Attorney Woo, Captain Tsubasa, Feast of the North Star, Elvis Presley, Notorious Big et j'en passe, qui crée une diversité assez intéressante dans le métavers. C'est une sorte de parc à thème comme Disneyland, ouvert en permanence, mais avec plein de conditions. Peut-être vous pouvez voir mon avatar là juste derrière, au passage, ça c'est le mien. Et donc les avatars, chacun est unique, c'est un NFT. Donc il y a eu plus de 60 000 avatars uniques vendus au total et plus de 350 000 parce qu'on fait aussi l'interopérabilité. Donc on supporte des collections externes, Bored Cool Cat, Clonex, World of Women, etc., qui deviennent des personnages croisés dans Sandbox. Donc, même si t'achètes rien, t'as juste ton NFT sur ton wallet, tu le connectes sur Sandbox et tu peux jouer gratuitement et commencer à interagir, gagner des récompenses, te connecter à ces communautés et même inventer tes propres jeux pour ta collection favorite. Bah écoute, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal progressé. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Je voudrais peut-être revenir sur le bear market et même ce qu'il y avait un petit peu avant. On a eu vraiment une ascension fulgurante de Sandbox qui a été aussi, je pense, amené avec le rename de Facebook en Meta, de l'approche métaverse, etc., qui avait donné un bon coup de fouet, surtout un gros coup de projecteur. Comment toi t'as vécu personnellement cette phase d'ascension fulgurante où on passe d'un sandbox qui est relativement tout petit à un géant, puis peut-être quelque chose qui revient davantage à la norme ou en tout cas quelque chose qui gagne en maturité, qui perd un petit peu plus en euphorie, qui devient un peu plus quelque chose de raisonnable. Voilà, comment ça s'est passé même en bear market, parce que je suppose que vous êtes passé de très peu d'employés à beaucoup d'employés,
à peu de revenus, à beaucoup de revenus, à peu de marques et de collabs, à beaucoup de collabs. Tu vois, comment ça s'est passé toute cette phase-là qui était assez frappante de l'extérieur? Alors, déjà, il faut savoir que quand on a commencé Sandbox en 2018, c'était déjà un bear market. Donc ça, on a pris des assez bonnes habitudes, j'ai envie de dire, qui est de se concentrer sur le produit, la construction de la communauté, et une communauté qui va être utilisatrice du produit. Donc on s'est concentré sur les créateurs. On avait lancé l'éditeur 3D Vox Edit, on a lancé la première version du Game Maker, et après seulement on a introduit les landes et le Sand. C'est venu qu'en 2020 le Sand, pour donner juste un aperçu. Notre première land sale vers fin 2019. Et ça joue un rôle assez important dans, je veux dire, la culture de l'entreprise. C'est que finalement, même si il y a un phénomène de hype, on a été très couvert dans les médias, ça a beaucoup aidé pour la visibilité. Derrière, on n'oublie pas les fondamentaux qui vont être, c'est important de construire un produit et l'utility, ça doit rester le principal facteur qui nous drive. Et si tu regardes aujourd'hui, Sandbox, ça reste l'une des plateformes et l'un des jeux principaux où dès que tu achètes un NFT, tu peux l'utiliser pour jouer, te connecter, publier et éventuellement gagner des tokens en participant à la plateforme. Le le fait que Facebook se soit renommé en Meta, ça a effectivement jeté un coup de projecteur parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur mais c'est quoi le métaverse? Et d'une certaine manière, euh, c'est bien, ça nous a permis de développer la reconnaissance de Sandbox C'est et un une coup de approche beaucoup projecteur. plus décentralisée. Mais Meta n'a pas réussi en fait à livrer ou a voulu livrer trop vite par rapport à la promesse originale. Et surtout, leur motivation, c'était de vendre des casques de réalité virtuelle. Donc, ils ont poussé une vision du métaverse qui est celle d'être en réalité virtuelle, avec des casques. Ils ont voulu projeter dans leur campagne marketing et publicitaire un usage digne des films de science-fiction comme Ready Player One. Ils promettaient que les pompiers allaient utiliser le métaverse, que les chercheurs, que les étudiants. Et après, ils ont montré un Mark Zuckerberg dans personnage 3D en low poly. Ça Blague crée à de la part, déception, ouais, évidemment. en fait, ils ont voulu aller beaucoup trop vite sur quelque chose qui va mettre 10 ans. Je reviens à cette idée que toute transformation technologique massive va passer par plein d'itérations. On l'a vu avec l'iPhone, la première iPhone, l'Edge, le 3G, le 4, le 4S, le 5, jusqu'au aujourd'hui au 15. Le 15, on en est fier, mais on a oublié qu'il y avait un bouton touch avant, que l'écran était tout petit, qu'on pouvait pas payer automatiquement, il fallait mettre son numéro de carte bleue, etc. Donc il y a plein d'optimisations qui se font, qui améliorent l'expérience utilisateur, qui font qu'au final, on va y arriver et on se donne le but de là où on veut aller, mais les attentes étaient beaucoup trop grosses. Ça a déjoué, ça jouait un peu en sa défaveur. Par contre, la certitude, c'est qu'ils n'ont pas arrêté en fait. Ni Meta, ni Roblox, ni Epic, ni Sandbox n'ont arrêté de construire le métaverse. Ça, c'est public. Chacun des fondateurs ou CEO de ces entreprises l'ont annoncé. Et réfléchissent à des usages. Alors, certaines vont mettre plus en avant la AI actuellement que le métaverse pur et dur. Parce que, encore une fois, on est dans une économie de l'attention aussi, si on regarde beaucoup, en fait. Donc derrière, ce qui motive ces entreprises, c'est de capturer l'attention dans un marché, dans un contexte économique mondial qui reste, somme toute, pas très favorable. L'inflation, le fait que beaucoup d'entreprises technologiques ont dû réduire des effectifs, et les revenus généraux, général, ont baissé, la plupart des entreprises, etc. Euh, donc après, comment on continue? On continue parce que derrière la proposition de valeur de Sandbox, elle est très simple. Elle est vraiment de proposer à quiconque de devenir un créateur et pour des marques à venir dans une plateforme où il y a une communauté très très créative. Dès qu'une marque rentre dans Sandbox, elle appartient à une neighborhood, elle peut déployer une expérience, mais elle peut aussi s'ouvrir à la co-création. Elle peut engager des utilisateurs qui vont passer entre 20 et 40 minutes en moyenne dans une expérience. Donc c'est énorme en fait en temps d'attention, surtout quand on compare ça aux réseaux sociaux où on va avoir moins de 10 secondes en moyenne. Pour faire passer son message, ses valeurs, développer une communauté et récompenser grâce à des NFT. Donc avoir un point d'entrée vers le Web 3. Et un point d'entrée vers le Web 3 pour elles, c'est avantageux parce qu'elles ont perdu ce lien avec les communautés en faisant croître leur présence sur les réseaux sociaux, notamment, puisqu'elles apportent leurs utilisateurs, mais elles ne peuvent pas avoir un lien direct de communication avec. Elles doivent payer les plateformes un budget publicitaire pour pouvoir cibler leur propre audience. Et encore, elles ne contrôlent pas qui va le recevoir. Et à chaque campagne, en fait, elles doivent repayer et repayer plus. Donc elles sont devenues petit à petit prisonnières de ce système.
où les plateformes typiques de Web 2 vont contrôler vraiment qui reçoit l'information et ne veut pas te redonner cette information plus tard. Donc le Web 3, c'est aussi un moyen pour elle de développer un nouveau lien. On appelle ça le Ownership Relation Management, l'ORM ou l'UCRM, et d'explorer des possibilités intéressantes portées par la technologie blockchain et les NFT, qui peuvent aussi être entre le virtuel et le physique, donc des expériences virtuelles engageantes, nouvelles qui vont dépasser les possibilités physiques, et de l'autre, des rewards physiques, des coupons en magasin, des expériences VIP, du phygital qui peut être du merch ou d'autres objets physiques aussi. On peut en voir un petit peu derrière dans mon bureau. Tu parlais un petit peu du move de Facebook en méta et du coup cette approche métaverse avec tous les casques, etc. Dernièrement, on a vu Apple rentrer dans le game avec l'Apple Vision Pro. Quel regard tu portes sur l'Apple Vision Pro? Est-ce que pour toi ça va être vraiment game changer pour toute cette approche aussi métaverse ou même pour un sandbox, etc. Ou est-ce que ça va être encore une fois lent, progressif et pas tant un catalyseur que ça? Alors Catalyst, le ouais. Vision Pro, ça inaugure pareil une nouvelle verticale dans l'industrie ou on peut voir ça comme un nouveau coup de boost dans la VR. La qualité de l'écran fait toute la différence. Le device, il est assez agréable à porter, même si pour l'instant il est disponible commercialement que aux États-Unis. Il est à un price point qui est assez élevé, donc il ne le met pas à la portée de tous. Donc c'est plutôt les développeurs et les créateurs qui vont se concentrer dessus que les utilisateurs finaux. Mais il propose un niveau d'immersion qui a jamais été atteint, avec une qualité graphique sur les deux écrans qui font que finalement l'œil humain est quasiment incapable de détecter un objet virtuel d'un objet physique. Et je pense que la révolution est vraiment sur cet aspect-là, c'est à partir du moment où les deux réalités coexistent en face de nous et qu'on peut voir et interagir en permanence avec des contenus qui sont virtuels dans notre environnement, que ce soit des humains avec qui on va avoir des calls, des expériences sociales, du chat, etc., ou que ce soit nos objets favoris, nos vêtements, des chaussures, etc., ça va vraiment développer des nouveaux usages et des nouvelles manières de finalement de D'interagir, etc. socialiser, Ouais. d'interagir, de jouer, de faire du commerce, etc. Mais ça va mettre du temps parce que il faut se rendre compte que le Vision Pro, avant qu'il y en ait 10 millions ou 100 millions sur le marché, donc ça Il y a va le bien temps. suffisamment mainstream, il y a du temps, il faut qu'Apple les ship, donc il y aura peut-être déjà plusieurs itérations, il y aura un changement de prix, et puis il y aura sûrement une compétition, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un Samsung, un Xiaomi, et pourquoi pas d'autres marques comme HTC ou le Quest, qui a déjà sorti une nouvelle itération du Quest 3, qui se veut beaucoup plus abordable. Et ça, c'est intéressant parce que ça dynamise un marché avec différents points d'entrée et ça amène là actuellement les développeurs qui sont en recherche de nouveaux modèles de monétisation et de nouvelles expériences, ils commencent à expérimenter avec. Ça se retrouve un peu sur le salon Vivatech d'ailleurs. C'est un peu, j'y étais hier, j'ai fait un peu le tour d'horizon et on voyait beaucoup plus de startups qui utilisaient le Vision Pro ou des nouveaux devices, des lunettes avec comme les Google Glass à l'époque, mais beaucoup plus agréables à porter pour cette nouvelle approche de la réalité augmentée. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Le dernier cycle, on nous parlait tous les jours de métaverse. Je pense que on arrive à un moment où il y a aussi pas mal de gens qui ont saturé. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'on a donné un peu plus de temps à cet écosystème de vivre, de croître, etc. Est-ce que ta définition du métaverse a changé? Est-ce que t'as pu trouver des choses qui ne marchaient pas
où on croyait que ça allait marcher, mais que ça marchait pas, et des trucs qui ont, pour le coup, vraiment bien marché? Parce que je pense que sincèrement, t'es la meilleure personne pour répondre à cette question. J'avoue qu'il y a un énorme flou de mon côté sur ce qui est narrative métaverse, etc. J'ai du mal à voir comment ça va évoluer dans le temps, comment ça progresser. Donc ouais, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer si ta définition du métaverse a changé et s'il y a eu des choses qui ne marchaient absolument pas et des choses qui marchaient très bien au contraire? Alors, ma vision du métavers, ça n'a pas changé. C'est toujours cette idée que on va pouvoir, le métavers, c'est la possibilité que l'on donne à un utilisateur, par le biais de son avatar, à accéder à différentes plateformes et mondes virtuels et passer de l'un à l'autre en toute liberté, sans aucune contrainte technique, avec tout gardant cet avatar, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, puisque il faut créer un compte sur chaque plateforme et on peut pas prendre nos contenus digitaux, nos avatars, notre monnaie, etc., et tout le contenu qu'on a créé et les passer de l'une à l'autre. Dans les cas d'usage du métaverse, effectivement, j'en reviens à, on est très tôt. Il faut qu'il y ait des audiences qui soient suffisantes, il faut qu'il y ait des expériences qui soient pertinentes et fun. Et donc, on essaie d'explorer le métaverse à des fins de commerce. Pour moi, c'est évidemment beaucoup trop tôt. Et les audiences ne sont pas prêtes à passer du temps. Le commerce, c'est quelque chose qui se joue à la milliseconde ou à la seconde. Et donc, en fait, le métaverse, qui est un espace où on va prendre son temps pour explorer, s'informer, etc., n'est pas forcément plus adapté. Et finalement, les interactions, les gens ne viennent pas faire du commerce dans le métaverse, ils viennent faire des rencontres, ils viennent explorer, ils viennent jouer, ils viennent s'amuser, ils viennent sortir de leur quotidien. Donc du coup C'est plus aussi du un petit peu divertissement pur, quoi. exactement. C'est pour ça que c'est un peu le positionnement de Sandbox. Le métaverse industriel aussi, où finalement le métaverse c'est l'outil de travail pour euh, euh, faire des réunions, de la collaboration, des présentations, des vidéos streams, etc. Je pense pas non plus que ça a vraiment pris. Il y a peut-être Magic Leap qui a réussi à sortir avec le digital twin et la notion de finalement un peu de téléopérateur grâce au métaverse où à distance une personne va pouvoir voir un site physique et différents objets physiques et interagir et avoir même une aide en surimpression. Ça a l'air d'être un développement qui a bien pris. Mais l'idée que on va sur notre quotidien, quasiment tous les métiers au travail, on va utiliser le métaverse pour avoir des informations augmentées, interagir, socialiser, etc. Ça n'a pas forcément pris, et c'est principalement parce que finalement le milieu de l'entreprise, c'est celui où les entreprises ne vont pas très naturellement vouloir ouvrir complètement leur data center et leurs données et leurs employés pour qu'ils passent de manière libre de l'une à l'autre. Donc en fait, chaque entreprise est son microcosme et un environnement fermé. Et donc, des métaverses où il y a 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes maximum, ça revient à finalement juste des mondes virtuels centralisés, fermés, et c'est pas un usage qui a pris. Les bonnes surprises, c'est finalement le fait que le métaverse soit avant tout une plateforme pour engager et récompenser les utilisateurs par rapport à leur temps. Donc ça, on va parler beaucoup de loyalty et de reward. Finalement, quand quelqu'un vient et qui gagne une récompense, qu'elle soit en monnaie ou un t-shirt ou un bon de réduction, ça semble plutôt bien prendre et donc c'est compatible avec ce que recherchent les marques en fait, puisque derrière ça peut se traduire vers plus d'engagement, plus de visibilité, du earned media aussi, et amener du trafic en dehors du métaverse aussi. Donc ça, c'est un usage intéressant. La publicité dans le métaverse, pareil, beaucoup trop tôt. Les audiences sont trop faibles. Il faudrait, si on pense en termes de CPM, donc on veut générer des millions, des milliers d'impressions au sein de l'expérience, pour essayer de convertir des utilisateurs. Il faut donc que les plateformes, même Roblox a attendu, ils l'ont annoncé que l'an dernier, et ils commencent à le déployer maintenant, et ils ont 67,7 millions de DAU. Donc ils ont quand même attendu 15 ans avant d'y arriver. T'as eu Daily Active User, je Daily suppose, Active User. pour ceux qui nous regardent. Donc voilà, il faut peut-être juste attendre petit à petit, transformer le métaverse comme un lieu où on a envie de se retrouver, on a envie de jouer, on a envie de découvrir des expériences qui vont être culturelles, autour de la musique, autour du sport, autour de la mode, du luxe, de la culture, de l'art, pour découvrir des choses auxquelles on s'attend pas forcément, qui vont être beaucoup plus fun et interactifs, qui sont pas des doubles de lieux physiques existants, et que cela devienne des habitudes, et après les audiences, une fois qu'elles vont croître, on pourra commencer à diversifier beaucoup plus. De quel œil tu vois un petit peu les autres métaverses qui sont en train de se construire?
Je pense notamment à The Other Side. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que enfin, c'est des concurrents qui sont sérieux? Est-ce qu'ils font des choses mieux que vous sur certains aspects, moins bien que vous? Comme, voilà. Quel est un petit peu ton regard sur vos concurrents et notamment sur The Other Side? Alors bien sûr, c'est au contraire, c'est bien qu'il y ait des concurrents. Chacun, en fait, qui puisse toucher une cible différente ou avoir une proposition de valeur un peu différente, ou peut-être être plus accessible. Par exemple, je pense avant de parler de Otherside, je pense à Spatial, qui est plutôt déployé sur le web, qui se veut très accessible du coup, puisqu'on n'a pas besoin d'installer un client pour commencer à rentrer dans une expérience. Euh, donc, il va permettre de déployer des expériences plus simples que Sandbox, parce qu'il y a moins de gamification, etc., mais quand même très rapidement. Euh, on va avoir donc Otherside qui a un gameplay plus spécifique. D'ailleurs, il n'est pas forcément complètement live, ils sont encore en bêta, il est dans cette phase de bêta. Ça vise à être surtout un grand hub social avec des milliers de personnes en même temps. Il n'y a pas non plus encore un jeu complet, ça a été seulement teasé lors du dernier Hubfest à Hong Kong. Euh, Decentraland continue de manière très décentralisée à avoir des expériences originales, à mettre à jour ses outils, à proposer euh, différentes formes d'expériences aussi. Et après, il y en a qui vont exister sur des plateformes mobiles, pas forcément connues partout, certains plus en Asie, en Chine, plus en Corée, etc. Et nous, l'objectif, c'est finalement de se dire que s'il y en a un qui va boomer, en général, ça va être bénéfique à tous. Principalement, s'ils sont décentralisés, les utilisateurs peuvent effectivement passer d'un monde à un autre grâce à leur wallet. Donc, ça valide la thèse vraiment du métaverse et ça permet justement d'offrir à cet utilisateur des expériences différentes sur des plateformes différentes, tout en lui permettant de conserver son identité et ses contenus. Donc on veut effectivement le succès. C'est pour ça qu'on fait partie de la Open Metaverse Alliance, pour avoir des groupes de travail aussi pour définir autour de l'interopérabilité, pour définir donc la possibilité d'un asset, un contenu numérique de passer d'une plateforme à une autre, Pour connecter sans les aucune écosystèmes en contrainte réalité. technique. Exactement. Mhm. Tu parlais de Roblox. À quel point vous vous en inspirez? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu les envies? Est-ce qu'il y a des choses qui font que vous faites pas encore, qui vont arriver chez vous? Enfin, parce que moi, pour le coup, Roblox, c'est pas du tout ma culture. Mais peut-être est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est en deux, trois mots et voilà de quel regard tu portes et est-ce que ça a un impact, une influence, par exemple, sur le développement de Sandbox? Parce que je suppose que vu qu'ils ont plus de users aussi, ça doit vous permettre de tirer des leçons sur certains sujets. Alors, Roblox, c'est quelque chose qu'on suit depuis 14 ans. Déjà, dès le début, on va fêter les 12 ans de Sandbox. J'avais vu les premières versions, c'était encore plus moche que ça peut l'être. Alors oui, c'est ça, sur les 2 dernières années qui commencent à avoir un virage pour avoir un public plus mature. L'extrême facilité d'accès, le mobile très tôt ont aidé Roblox. Et après, c'est devenu un peu par hasard le réseau social des 13 ans et moins, parce que Facebook aux États-Unis n'autorisait pas de se connecter en dessous de 13 ans. Donc tous les gamins à l'école se retrouvaient après sur Roblox puisqu'ils pouvaient. Ils continuaient à chatter, ils faisaient des mini-jeux. Après, la qualité de ces jeux, c'est là où c'est très perturbant. Surtout pour des gens comme nous qui avons grandi avec une certaine culture de jeux vidéo depuis les consoles, etc. Donc on a des attentes. Dans Roblox, tu viens, tu comprends pas trop, c'est assez messy à l'écran, etc. Beaucoup de bruit et les gameplays sont très simples. Et en même temps, c'est ça qui fait leur force, à mon avis. C'est que c'est hyper accessible. C'est pas par rapport à la qualité des jeux, c'est plus le fun ensemble. Et de plus en plus, la customisation, la vanity. Donc, ils ont vraiment poussé sur ce modèle-là et ils y arrivent, ils monétisent très bien. Les créateurs monétisent très bien, ils font leur propre shop. Donc ça, c'est des choses qui nous inspirent, effectivement. Et on sait que l'arrivée du mobile au Sandbox apportera aussi sûrement un nouveau coup d'élan l'an prochain. C'est pas cette année sur la roadmap, c'est-à-dire poussé à l'an prochain, mais ça aura un rôle important. Après, Roblox est très centralisé. On peut voir aussi que même s'ils disent avoir des millions de créateurs, il y en a très peu qui vont gagner plus que 3 ou 4 chiffres. Donc en fait, il y a une économie où on retrouve déjà des disparités comme dans le monde réel. Il y a 1% des créateurs qui vont gagner un maximum, et après, la middle class et la classe moyenne, pardon, elle est vraiment très faible. Elle gagne pas beaucoup, ce qui leur permet pas vraiment de maintenir et soutenir. Voilà, donc on regarde Fortnite et Creative Island aussi, donc le nouveau qui commence à monter. Ce Ça, que je j'avais pas pensais du sur tout suivi Roblox, par c'est que contre. les audiences sont très enfants. Les marques se mettent sur Roblox parce que les chiffres sont gros, mais en fait, les usages, si tu regardes la plupart des expériences dans Roblox, les utilisateurs, donc très jeunes,
donc pas forcément en phase avec ce que recherchent les marques. Mais en plus, ils font pas grand-chose. Ils sont plutôt statiques, les utilisateurs. Ils viennent juste pour chatter. Donc en fait, la marque ne parvient pas à créer un niveau d'engagement euh, similaire à son sandbox, où quand même, quand un utilisateur rentre dans sandbox, 96% d'entre eux vont aller au bout de toutes les quêtes, etc., pour gagner des récompenses. Donc c'est un paramètre à prendre en compte aussi. Pourquoi Roblox, pourquoi Fortnite, pourquoi Sandbox? Parce que chacun a une esthétique, une audience et un engagement qui peut être assez différent. Fortnite a été très longtemps imprégné quand même de ce qu'est Fortnite, hein. C'est un first-person shooter, donc on vient pour se battre et se tuer. Même s'il n'y a pas beaucoup de violence et de sang, est-ce qu'une marque est prête à s'associer à cette idée, pardon? C'est à réfléchir à deux fois aussi. Ou est-ce qu'on va être plus dans une plateforme qui va promouvoir la créativité avec des valeurs plus positives, d'entraide, d'éducation, d'impact, parfois même on appelle ça de charity ou de metaverse for good, où en fait les actions des joueurs contribuent à donner à des associations qui vont replanter des forêts ou de protection des animaux, etc. Ou la Croix-Rouge, on a fait ça assez récemment. Ça aussi, je pense que c'est un point assez intéressant à prendre en compte. En deux, trois mots, à quoi va ressembler l'année 2024 pour Sandbox ou même l'année 2025? Voilà, quelles vont être les principales nouveautés, roadmap, etc. Et après, j'aurais juste deux, trois questions en plus pour toi, mais d'un côté plus investisseur. Ça roule. Alors, euh, en 2024, en grosso modo, on est déjà quasiment à la moitié de l'année. On a déjà sorti une grosse mise à jour de notre Game Maker, le 0.11. On a lancé ce Builder Challenge pendant 10 semaines où les créateurs ont été récompensés. Et le deuxième va être lancé. Donc, ça sera quelque chose de continu. On a passé les 1000 expériences disponibles sur la map et on va continuer à augmenter ça. Une nouvelle version du Game Maker arrive avec encore plus de règles, de fun et de possibilités pour les créateurs. Sandbox va passer en bêta. Donc actuellement, on est en alpha, en bêta. Donc ça veut dire que tous les produits sont mis à jour, plus matures, plus stables, plus rapides et performants. Ça va être associé au lancement d'une nouvelle saison, la fameuse saison 4, qui va utiliser un maximum ses possibilités de la bêta avec des nouvelles possibilités pour les avatars, leur contrôle, leur animation. Euh, la, la semaine prochaine, cette annonce par rapport au déploiement de la DAO et donc la décentralisation qui commence à arriver et la possibilité pour la communauté qui détient des cendres ou des landes de participer activement en votant à certaines décisions, puis ultérieurement de soumettre les leurs et donc du coup de vraiment définir les projets et les actions qui vont être portées en priorité par Sandbox et sa communauté. Sur 2025, on va viser le lancement mobile et un lancement de la 1.0, une version publique qu'on continue à mettre à jour tous les 3 à 4 mois les différents produits de Sandbox et on espère un lancement comme un grand lancement public, la plateforme complètement ouverte et davantage de décentralisation. Bah écoute, merci pour ça. Je pense que ça aura permis à pas mal de gens d'avoir un gros point sur The Sandbox parce que des fois c'est un peu confus de l'extérieur, on suit pas, on peut pas avoir tout, etc. Donc je pense que c'est sympa même. Ouais, c'est ça. Et puis même d'avoir tes perspectives, tu sais, sur tout ce qui est du métaverse, les innovations, les casques, l'intégration des marques, ce qui marche pas. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on a rarement le temps d'avoir des personnes comme toi avec l'expérience et la position pour avoir ce recul-là. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Je voulais peut-être clôturer ce podcast, cette interview, par ton profil investisseur, parce que j'ai cru comprendre que tu t'intéressais pas uniquement à Sandbox, tu suivais ce qui se passait dans l'écosystème, etc. J'ai pu voir que tu étais investi dans des projets à des phases assez early, notamment en tant qu'investisseur, advisor, etc. Dans quoi t'investis du coup ton temps et ton argent en dehors de The Sandbox? Qu'est-ce qui te tient particulièrement à cœur? Alors, en dehors de Sandbox, je suis aussi le président de la Blockchain Game Alliance, qui est une association qui compte plus de 600 membres désormais et qui a pour vocation principale de promouvoir l'adoption de la technologie blockchain au sein de l'industrie du jeu vidéo, par l'éducation, par la mise en avant de projets, par le networking, la présence aux événements et
pas mal d'autres actions. Donc ça permet effectivement de supporter un grand nombre de projets, de voir ce qui va émerger dans l'écosystème, découvrir les nouvelles tendances aussi, même toujours dans le Web3. Et en marge de ça aussi, souvent, en participant à des conférences, en parlant, etc., je peux networker avec d'autres entrepreneurs, d'autres fondateurs et échanger avec eux sur leur stratégie, sur leur marketing, leur go-to-market, les opérations et d'autres aspects stratégiques pour eux dans l'exécution de leur projet ou leur entreprise. Et ça me permet effectivement de le rejoindre assez tôt en tant que business angel, ces différents projets, et donc les accompagner tout au long en essayant de proposer ce que j'adore dans le Web3, et qui est plutôt mon approche, c'est qu'en soutenant l'écosystème, il suffit qu'un seul de nous réussisse pour que tout l'écosystème en bénéficie par effet de réseau. Et donc, je suis très favorable à cette idée qu'il faut s'entraider. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans le Web 2, où en fait, chaque société de jeux vidéo, chaque entreprise va être en compétition directe ou quasi directe avec une autre. Elles vont surtout pas partager des utilisateurs ou faire des partenariats ou des collaborations, puisqu'en fait, elles payent pour acquérir un utilisateur. Et cet utilisateur, quand il dépense, en fait, il dépense principalement sur l'autre, et c'est de l'argent en moins à gagner ou du temps en moins à gagner par rapport à l'autre. Alors que dans le Web 3, principalement, quand l'utilisateur va acheter un NFT et ce NFT il l'utilise sur une autre application, il le perd pas en fait. Et donc la valeur que représente cet utilisateur par rapport à ce qu'il dépense, elle fait que croître au fur et à mesure qu'il dépense d'une plateforme à une autre, et ça peut servir à de l'acquisition, de construction de communautés, d'engagement, comme on a pu le voir avec des écosystèmes très forts comme Sandbox et les Land d'honneur, ou les Bored Ape, ou les World of Women, ou PUBG Penguin, etc., où ces communautés, justement, au fur et à mesure qu'elles grossissent, et entre guillemets, elles s'enrichissent en dépensant, elles deviennent de plus en plus attirantes pour faire vivre tout un écosystème autour d'elles. Donc c'est ce que j'essaie de promouvoir. Et après, du coup, ça me permet de toucher et d'être en contact avec des entrepreneurs qui vont être dans, évidemment, le gaming, mais pas que, dans l'infrastructure, dans les layer 2, dans les solutions pour les développeurs, dans les solutions pour les entrepreneurs, pour je sais pas, la tokenisation de leurs assets, pour faciliter tout ce qui va tourner autour évidemment du DeFi, et même plein de projets euh, autour de l'AI évidemment. En fait, même avant Sandbox, j'étais aussi le coach au sein de l'incubateur de cette école d'ingénieurs. Donc on a Télécom Sud Paris, on a un incubateur, et j'étais mentor de certains entrepreneurs jeunes qui sont encore étudiants dans l'école ou qui en sortent tout juste. Un partage d'expérience, conseils, non rémunérés. Vous pouvez pas investir, c'est une école publique, donc il y avait pas on peut pas avoir de conflit d'intérêt, mais ça fait partie un peu de cette philosophie que je porte depuis presque 15 ans maintenant. On a pas mal de gens qui rejoignent l'écosystème et qui touchent pour la première fois un marché financier. Et on voit pas mal de gens y aller assez fort sur des projets, des fois qui sont peut-être un peu douteux. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les gens qui nous regardent, qui nous suivent, pour ce qui est de analyser un projet, tu vois? Par exemple, toi, quand tu fais des investissements early stage, etc., qu'est-ce que tu vas regarder le plus et qu'est-ce que la majorité des gens, selon toi, ne regardent pas assez? La première chose que je regarde, c'est vraiment les fondateurs et l'équipe. Quelle est en fait déjà donc l'expérience des fondateurs par rapport au projet qu'ils veulent construire, avec qui ils se sont entourés si c'est pas leur compétence première ou ils l'ont pas déjà fait par le passé, pour s'assurer qu'ils vont être capables de délivrer la promesse et ils sont réalistes sur la promesse qu'ils veulent délivrer sur le produit. Deux, leur capacité à être à l'écoute, puisque finalement c'est rarement le projet de départ qui va être le projet qui va réussir. Souvent, l'entrepreneur doit pivoter, savoir s'adapter à certaines conditions de marché, ou au premier résultat après un lancement d'une MVP, où il va voir, tiens, les métriques, ou finalement j'ai mal évalué la demande que pouvaient avoir certains marchés, et donc il va corriger ou faire évaluer. Et la plupart des entrepreneurs qui viennent, qui savent exactement et qui apparemment ne souhaitent pas prendre en compte certains feedbacks Ils sont basés pas sur l'expérience flexibles. que j'ai pu avoir Ouais. et ne démontrent pas forcément une flexibilité, je me dis ça va être difficile de travailler avec eux et qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter si finalement ils sont pas prêts à être à l'écoute. Donc déjà c'est un point sur lequel finalement on va pas pouvoir avoir une bonne relation de travail. Donc peut-être que tu vas réussir, peut-être que je vais louper l'entrepreneur du siècle. Mais malheureusement, les entrepreneurs géniaux qui vont lancer des billion dollar compagnies, il y en a assez peu. Et
Et il a quand même été prouvé que la plupart ont quand même des capacités d'écoute assez fortes. Euh, Ensuite, je vais regarder finalement leur motivation. Pourquoi ils font ça? Quel est le problème qu'ils veulent résoudre? Déjà, est-ce qu'il existe? Est-ce que ce problème, c'est un problème personnel? C'est un problème qui a été vécu par eux ou par une personne dans leur entourage? Ou c'est juste finalement un attrait financier et surfer sur une certaine vague? Et là, ça peut se voir aussi assez rapidement par rapport à la tonne économique qu'ils vont vouloir mettre en place, la valorisation de la société, euh, l'idée, la quantité de tokens qu'ils vont pouvoir associer soit à la communauté, soit à l'équipe et aux fondateurs, et des attentes qui parfois, lorsqu'ils vont sortir un token et que ce token, on voit, il y en a déjà 25% disponible dès le lancement sur le marché, et en plus, au bout de 3 mois, il va être disponible tous les mois. Ça veut dire, grosso modo, que tu vas subir une double pression à la vente sur ton token, sans que tu aies un produit en face très concret qui va, au contraire, amener beaucoup d'utilisateurs. Ça Et va être assez compenser cette pression difficile vendeuse. de compenser cette pression. L'expérience a démontré sur un certain nombre de projets que c'était quasiment impossible à compenser et ça entraînait derrière une spirale très négative où finalement tu vas avoir une communauté de gens qui détiennent du token qui va être très insatisfaite et tu vas être quasiment incapable de shipper en face, même avec la meilleure volonté et les meilleures équipes. Et ça joue psychologiquement sur l'état d'esprit des entrepreneurs. Ça joue effectivement. Est-ce que tu penses gagner actuellement parce que tu penses avoir réussir à lever de l'argent, à attirer des investisseurs, pas forcément les bons du coup, puisqu'ils sont pas eux aussi motivés sur un appel du gain beaucoup plus court terme. Bah tu vas le perdre très rapidement dans 6 mois, dans 12 mois, etc. Et donc réfléchis bien. Et en général, moi, je passe complètement parce que je me dis, c'est beaucoup trop court pour un entrepreneur, c'est beaucoup trop de pression de se donner seulement 6, 12 mois, 18 mois en face de lui pour réussir à shipper quelque chose qui est en général très ambitieux. Bah écoute, merci beaucoup Seb pour tout ce temps et ces précieux conseils. Peut-être un dernier mot pour les gens qui nous ont regardés jusqu'à maintenant, que ce soit par rapport à toi, Sandbox, peu importe. Un mot qui pourrait leur Félicitations être si vous avez utile. écouté cette interview pendant quasiment 1 heure. J'espère que c'était assez intéressant. Moi, je vous encourage à rester toujours curieux, découvrir, lire, explorer le métaverse, essayer, vous faire un avis, pas juste en ayant les oui-dire ou j'ai entendu que, mais vraiment en testant, en expérimentant. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de patauger dans la technique, de comprendre ce qui va pas pour derrière apprendre et vouloir être motivé à construire des solutions face à des différentes problématiques. Et voilà, j'espère que j'aurai le plaisir de vous croiser à nouveau à différentes conférences ou même dans le métaverse. Merci à toi Seb, c'était Pixo. Tchuss.